Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Décryptage du communiqué de réplique du gouvernement du Mali à Sébastien Lecornu, ministre des Armées français. C'est le sujet ministre des Armées français, effectivement, qui va essentiellement occuper nos regards ce soir pour aborder la question de nos invités. Ils sont 4. Le premier, monsieur Nouhoum Sarr, honorable Nouhoum Sarr, il est président du parti FAD, également membre du CNT. Honorable, merci d'être sur ce plateau. Merci en bonnet noir. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Deuxième invité qui porte aussi un bonnet noir, docteur Laya Guindo, membre du cadre des partis et regroupements pour un retour à l'ordre constitutionnel. Quand Nouhoum Sarr inspire Guindo, on peut le dire ainsi. Non, oui, on peut le dire ainsi. C'est un collègue, c'est un ami, c'est un camarade de lutte. Ce qu'on a il y a très longtemps. Ok. Voilà. Troisième invité, M. Abdoul Karim Konaté, parti Yelema, encore un bonnet noir. Konaté, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonnet noir, je pense que le contexte s'y est bien pour qu'on soit en noir. L'exception confirme la règle. Quatrième invité, Bagui Diarra, analyste politique, qui a décidé de se décoiffer, qui comparaît décoiffé. Monsieur Diarra, merci d'être sur ce plateau. Non, merci Baro. Et c'est vrai que le fait, il tape à l'œil, mais bon, comme il vient de le dire, c'est peut-être la signification. Mais sinon, merci de l'invitation. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais, il avait déclaré ce 11 octobre lors de son audition par le Sénat français, je cite, la vraie actualité du Sahel va être désormais la résurgence massive du risque terroriste. C'est potentiellement se retrouver dans une situation où il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines ou les mois qui viennent. À ces propos de Sébastien Lecornu, ministre des Armées français, la réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Il a qualifié cette sortie du ministre français de subversif, irresponsable et biscornu. Le choix du mot biscornu déjà pour répondre à M. Lecornu, c'était un jeu de mots. Bon, je pense que c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment mûrement réfléchi. Oui. Cette sortie, nous le condamnons. Parce que vous avez vu tout de suite, pas les communiqués, oui, mais le compte rendu de la réunion du cadre des partis qui n'est pas d'accord. Et tout Malien conscient de son état, de la situation du pays, ne peut pas accepter une telle sortie. Et nous, on a toujours dit, ces sorties, de part et d'autre, ne sont pas de nature à favoriser un rapprochement. Voilà, donc le contexte ne milite pas en faveur d'un tel discours. Et nous l'avons condamné. Maintenant, les mots employés par le gouvernement sont propres au gouvernement. D'accord. Monsieur Sarr, est-ce que finalement, Monsieur Lecornu n'ignorait pas que les murs avaient les oreilles finalement? C'est que c'est une audition qui a été faite par le Sénat français. Bon, vous savez, les dirigeants français digèrent mal la situation qu'ils vivent dans le Sahel. C'est de bonne guerre qu'ils souhaitent le malheur dans le Sahel. Mais bon, c'est la volonté de Dieu qui finira par s'imposer. Le peuple malien et le peuple du Sahel ont opéré un choix stratégique qui est de prendre désormais leur destin en main, de le conduire au lieu de le subir. Vous savez, le problème, c'est que la France, au cours des 50 dernières années, n'a jamais eu des dirigeants dont le niveau est aussi au rabais que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous avons connu Chirac, on a connu Sarkozy, Hollande. C'était pas aussi au rabais comme ça. Et ils sont en train d'en faire les frais. La réponse du gouvernement est venue à point nommé. C'est une réponse proportionnelle à cette attaque-là qui vient confirmer le malaise des dirigeants français
par rapport à la situation qu'il y a dans le Sahel. Ça rappelle, lorsque Barkhane quittait le territoire malien, on nous a prédit la Nakba, la catastrophe. Mais depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, on attend cette catastrophe-là. Comme pour dire que ces propos totalement inacceptables et scandaleux doivent nous renforcer encore, doivent renforcer les peuples du Sahel, les dirigeants des pays du Sahel à maintenir le cap et à continuer à travailler pour le retour de la paix, pour le retour de la sécurité et pour que nos peuples puissent vivre dans la concorde comme les Français vivent dans la concorde chez eux. Monsieur Konaté, qu'est-ce qui a pu finalement pousser Monsieur Le Cornu à tenir un tel propos contre le Mali ou une prédiction à la limite Bon, il faut essayer de... Quand on écoute tout ce qu'il a dit, parce qu'il présentait... On a choisi un morceau, hein? Oui, on a choisi un morceau. J'ai pris le temps d'écouter. Je pense que ça fait... La vidéo fait à peu près 1h30 à 40 minutes que j'ai tout écouté. Mais quand on essaie d'écouter, il y a plusieurs éléments qui ressortent. D'abord, on voit que la France, avec tout ce qui s'est passé, commence à perdre de vision, de crédibilité. Parce que quand on essaie de voir jusqu'à présent, quand il dit le Mali, après il rectifie en disant que la junte du Mali, quand un Français se perd jusqu'à présent encore sur les mots, parce qu'en utilisant la junte jusqu'à présent pour les autorités de la transition, je dirais d'abord c'est de ne pas le manque de maîtrise de la diplomatie. Oui, mais il arrive quand même que les autorités maliennes aussi qualifient la France de junte. Non, la question est que... C'est une sorte de réciprocité qui se joue. Non, le Mali fait la réciprocité parce que si on n'arrive pas à accepter jusqu'à présent que cette transition a une légitimité de la population et qu'il y a la reconnaissance internationale, ça doit les imposer le respect d'appeler les autorités de la transition. Si on parle du français. Donc, au-delà de ça, dans son intervention, lui-même, il dit que le Mali et la France est venue pour combattre auprès de l'armée malienne. Oui. Mais c'est ce qu'on n'a pas vécu. Et c'est pour cela que le Mali a demandé le retrait de la France. Donc, quand tu dis que vous êtes venu pour combattre auprès de l'armée malienne, c'est que vous n'avez pas reçu. Et vous dites encore c'est ce qui va se passer. Donc, c'est toujours la méconnaissance. Donc vous, en clair, vous ne comprenez pas cette sortie. Moi, je ne comprends pas le ministre, parce que le ministre, même ce qu'il dit, il va dans la contradiction de ce qu'il avance. C'est ce qu'on appelle la contradiction de terme. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas ce qu'il avance. Au-delà de pouvoir se défendre, c'est donner des arguments pour se défendre devant les sénateurs. D'accord. Et il essaie de dire des choses négatives, des choses qui ne donnent pas espoir sur la réalité. Il ne dit pas la réalité. Donc, pour moi, c'est des choses qui ne sont pas dans leur contexte, et c'est une sortie qui a réellement il a raté, et il n'a pas pu bien défendre répondre à la question du sénateur concernant le Sahel, parce qu'ils n'ont plus d'arguments, ils cherchent des solutions qu'ils n'arrivent pas à trouver jusqu'à présent. Monsieur Diarra, avant d'analyser la réplique du gouvernement, on est en train de comprendre déjà le pourquoi de cette sortie du ministre des Armées français. Le pourquoi, de mon point de vue, M. Sidibé, je pense simplement qu'il y a un amateurisme totalement béant de la part de ces autorités françaises, et qui malheureusement sont en train donc de maintenir cette tendance-là. Et c'est une tendance qui fait encore perdre à la France et ne fait gagner en aucun point ni le Mali, ni en fait d'autres parties prenantes. Mais sa réaction, c'était par rapport à une question qui était toute simple, parce que c'était l'échec des services de renseignement français qui était mis effectivement en face de lui par le Sénat. Et donc, comme réponse, il n'a pas d'éléments à apporter par rapport à cela. Et ce qu'il trouve à dire, c'est vraiment aussi de la mauvaise volonté et de la mauvaise foi qui met même en cause déjà tous les passés, tout ce que la France, les autorités françaises mettaient en avant comme étant de bonne foi. Je pense que ça met déjà à la lumière qu'il y avait une certaine, même pas hypocrisie, c'était même plus que de l'hypocrisie. Et donc dans le fond, cette intervention ne sert personne.
et en particulier la France, et fait perdre énormément à la France et globalement ces autorités-là. Parce qu'on ne peut pas être à ce niveau de responsabilité et s'adresser comme ça à un État encore au XXIe siècle où déjà les nations, on est dans une seule boule. Et la globalisation fait que nous nous retrouvons dans une seule boule qui est vraiment très ouverte et qui dans le même temps est dépourvue de toute... comment dire ça, en fait, de tout complexe d'infériorité. Nous avons fait les mêmes écoles, les mêmes universités, nous avons une compréhension partagée du monde. Nous savons qu'il y a des intérêts au cœur de la chose que le Sénat français était en train de vouloir chercher à défendre à travers ces questions, parce qu'aujourd'hui, il est clair que dans le Sahel, les intérêts étaient là et que la France était principalement là pour défendre ses intérêts. Mais vous essayez de ne pas reconnaître ça. Vous avez été en deçà de tout ce qu'il faut qu'une autorité doit avoir pour préserver les intérêts de sa nation, et vous venez vous rabâcher en fait sur un peuple tout tranquille. Le point que je voulais dire là-dessus, je pense que aujourd'hui le Mali, nous sommes dans une nouvelle dynamique qui nous amène à mieux construire notre nation et notre pays, qui deviennent en ce moment notre priorité, que des amateurs comme ça qui continuent à tenir ces langages dans les communications, à mon avis, nous n'avons pas à y consacrer encore beaucoup plus de temps. D'accord. Docteur Guindo, depuis quelques jours, moi, je me refuse de croire que ces ministres soient fous pour tenir, en tout cas, un tel propos s'il n'est pas dans les secrets de certains dieux, quoi. Oui. Bon, vous savez, ministre des Armées, c'est quand même pas n'importe quel ministre. Oui. Tous les ministres sont importants, mais l'armée, c'est vraiment une fonction régalienne de l'État. Alors, moi, j'ai toujours dénoncé par nos autorités appellent les autorités françaises d'une junte et vice-versa. Oui. Et j'ai toujours dit que ce ne sont pas des propos qui favorisent une diplomatie saine. Parce que vous savez, au-delà de tout ça, au-delà des flèches, des critiques, nous sommes dans un monde, comme Larisse vient de le dire, c'est un monde, c'est une planète. Tout le monde a besoin de tout le monde. Il ne sert à rien de faire des lancers, des flèches, des invectives, des diatribes. Ça ne sert absolument à rien. Et maintenant, bon, moi je pensais que... Là, vous faites ce reproche déjà à qui? À la France ou au Mali? Aux deux parties. D'accord. Parce que nous avons besoin... C'est que le Mali a besoin de la France a aussi besoin du Mali. C'est vraiment, moi, je suis pour une diplomatie et pour un bilatéralisme qui va servir tout le monde. Lorsque le ministre français a fait cette sortie, oui, maladroite, malencontreuse, bon, je pensais que les autorités françaises allaient réagir. Et si les autorités françaises réagissaient, ça c'était une affaire qui concernait que les ministres. Oui. Mais comme les autorités n'ont pas réagi, bon, c'est tout à fait normal que les autorités du Mali réagissent et de façon proportionnelle. Mais au-delà de cette... Est-ce qu'il y a une manière de nous pousser à croire que soit le ministre a certaines informations allant dans le sens de ce qu'il a dit, soit il a parlé... Non, je pense qu'il peut y avoir des informations. Mais ces informations, même si tu les disposes, ce n'est pas de cette manière. C'est qu'on ne peut pas souhaiter la partition d'un État. Ce n'est pas quand même pas bon. Surtout à un certain Sauf que niveau le sens de ma responsabilité. question, ça peut aller au-delà d'un souhait, d'un vœu. Mais peut-être ils sont certainement dans un schéma allant dans le sens où il a des informations allant dans le sens. Il peut y avoir ces informations. Il peut y avoir ces informations qui n'engagent que lui. Alors, mais défendre une telle théorie, moi je crois que c'est un mépris. C'est un mépris et diplomatiquement ça ne doit pas se faire. C'est qu'il y a des problèmes entre les États, mais l'extérioriser comme ça, ainsi devant des sénateurs, et d'ailleurs même ce n'était même pas l'objet de son invitation devant les Sénats. Au lieu de répondre aux questions, bon, il se met dans cet exercice qui ne sert personne. Moi, je comprends la question en ce sens. Nous, Sarah, après la séquence de l'indignation et de l'émotion, est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'on prenne du recul pour bien analyser les tenants et les aboutissants de cette sortie du ministre français des armées? Mais c'est clair que la France, les dirigeants français sont dans un jeu. Et les dirigeants français sont dans un plan pour la partition du pays. Ils ne l'ont jamais caché. C'est depuis les années 50 avec le projet OCRS, diviser le Mali, faire même basculer le septentrion et l'ensemble des ressources qui pullulent dans cette région. Parce qu'ils estiment que c'est ça leur intérêt. Mais ce n'est pas notre intérêt à nous.
C'est pourquoi nous défendons nos intérêts. Sauf que cette fois-ci, on essaie de fixer même une date, quoi. Donc le Cornu, mais ils ont fixé plusieurs dates. On a dit, bon, après le départ de Barkhane, le Mali, c'est l'effondrement. Mais non. Mais c'est sûr que les responsables français ont entretenu des groupes hostiles à l'unité du Mali. Ils ont financé, les ont appuyés, les ont formés et les ont soutenus jusqu'aujourd'hui et continuent de les soutenir. Et ça, c'est les propos de M. Le Cornu devant le Sénat nous confirment que la thèse de ce vaste complot qui a tout le temps existé, mais qui jusque-là n'a pas fonctionné, en tout cas comme eux, ils le souhaitent. Ils sont venus, comme vous l'avez dit, pour aider l'armée nationale à recouvrir l'intégrité du territoire. Mais de leur arrivée à leur départ, l'insécurité là a fait que croître. C'est deux choses l'une, c'est deux choses. Soit ils étaient de mauvaise foi, soit ils ont entretenu, ils sont complices de l'insécurité. Et leur départ à aujourd'hui, la situation sécuritaire, il y a une certaine maîtrise. Il y a des attaques sporadiques, certes, qui sont assimilables à des attaques de banditisme, mais aujourd'hui, on a une armée qui est quand même en opération sur l'ensemble du territoire national. Donc, M. Le Cornu a dévoilé un plan qui consiste à recruter un peu partout en Libye, dans le Sahel, un peu au Moyen-Orient, des combattants qu'on va former avec l'appui de la DGSE et qu'on va injecter dans le Sahel, comme pour faire regretter à notre pays l'option qui est de prendre son destin et de le subir. Et il a dit quelque chose que les gens n'ont pas retenu. Il a dit que lui, il connaît l'histoire. Et que l'histoire révèle que la France est tout le temps partie du Sahel et qu'elle est toujours revenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on part, notre objectif, c'est de revenir et de ne plus jamais repartir. Mais c'est oublier le contexte de mondialisation que M. Diarra a indiqué. C'est oublier l'accès aujourd'hui de nouvelles générations au numérique, à la connaissance, au savoir. C'est oublier tout ça. Et c'est oublier notre détermination à faire de notre pays un havre de paix. Et donc, c'est clair pour les plus sceptiques qui disaient partout, non, ils sont venus, des militaires français sont tombés, etc. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont dans un vaste complot qui consiste à diviser le Mali. Il l'a dit lui-même, qui consiste à prendre le contrôle des ressources du Mali et à aliéner notre peuple. Nous sommes un peuple qui a été abusé. Nous avons été suffisamment abusés. Les gens sont venus pour nous aider. Nous l'avons accepté au nom de la bonne foi, au nom de la paix, au nom des valeurs de coopération bilatérale et multilatérale. Mais ils ont soutenu des groupes armés contre nous. On a éventré nos militaires. On a écartelé des militaires. Mais aujourd'hui, là, nous sommes obligés de nous débrouiller, de ne compter que sur nous, sur la sincérité de certains partenaires et sur le bon Dieu qui, aujourd'hui, est en train de nous aider à défendre notre cause. Monsieur Konaté, et si on essayait d'oublier le messager pour décrypter son message? Si on essaie d'oublier le messager pour décrypter le message. Oui. Ouais, le message, c'est ce que j'avais dit. Dans son message, en décryptant, on sent que lui-même, il se plante dans les argumentaires qu'il a avancés. Aujourd'hui, le Mali doit toujours analyser. Sinon, j'étais en train de chercher à savoir s'il y avait peut-être un plan de partition du Mali concocté quelque part. C'est ce que j'allais développer, que le Mali doit analyser ce discours, cette sortie, et de se préparer en conséquence. Et vous aussi, vous devez aider peut-être nos téléspectateurs à comprendre, à voir clair. Quand on dit le Mali, je suis malien, j'en fais partie, c'est pour cela que je suis là. Il faut qu'on analyse ce message. On parle de partition du Mali. Prochaine, très prochaine. Il faut savoir que toujours, on essaye de créer la peur. Si la peur s'installe, ça amène la fragilité, la division et la révolte. Donc, tant qu'il y a la division, on oublie l'essentiel. Et aujourd'hui, on doit savoir que l'armée est là pour la défense du territoire national, pour que notre Mali soit toujours le Mali uni,
indivisible. Mais si on parle de cette partition, si on ne fait pas attention, il a même fait allusion en parlant au moment de Hollande et de Djamunda. Oui. Mais toujours, on s'appuie sur la peur et pour pouvoir avancer. Donc, on doit savoir que ce qu'il a avancé, ce n'est que pour décourager, démoraliser l'armée. Et aujourd'hui, on doit être unis et défendre ce territoire. Et de savoir aussi que, dans son discours, comme je l'ai dit, il n'a fait que montrer la limite de l'armée française et de savoir pourquoi ils sont venus et ce qu'ils ont fait. D'accord. Parce que quand il dit qu'ils sont venus pour combattre à côté de l'armée malienne, et sur le terrain, c'est ce qu'on a vu, le contraire. Ce n'est pas avec l'armée malienne, ce n'est pas à côté de l'armée malienne, mais c'est eux qui étaient devant à des moments donnés, à des moments stratégiques. C'est toujours l'armée française qui était là et l'armée malienne était relayée au second plan. D'accord. Donc ça montre que ce qu'il a dit, c'est un complexe de supériorité, de mépris pour le Sahel, de mépris pour le Mali. Et aujourd'hui, nous Maliens, nous devrons savoir aujourd'hui que notre intérêt, c'est dans l'union. Notre intérêt, c'est de soutenir l'armée malienne. Oui. Notre intérêt, c'est de savoir que le Mali, on n'a qu'un seul territoire. Et chaque Malien doit défendre son territoire et défendre le Mali et de savoir que ce pays, personne ne pourra le construire à notre place et personne ne pourra nous dicter comment nous devons diriger et de savoir comment on peut défendre notre pays en restant unis derrière l'armée malienne. Monsieur Diarra, est-ce qu'on doit chercher à analyser ce discours-là au-delà des questions de mépris et de condescendance, par exemple? À mon avis, oui. Vous savez, la situation dans laquelle notre pays se trouve et l'ambition qu'affichent nos autorités, je pense, sur le fond d'une légitimité populaire qui est vraiment de faire en sorte que notre intégrité territoriale et que notre destin soit aussi entre nos mains, je pense que cela nous amène à être extrêmement vigilants par rapport à ce que dit ce monsieur. Je ne voudrais même pas le nommer parce que disons que ce qui est en train de se passer doit être pris au sérieux seconde après seconde parce qu'il a affirmé. C'est une affirmation qu'il a faite et cette affirmation qu'il fait véritablement doit amener et les autorités et les peuples du Mali à faire extrêmement attention pour tout ce qui concerne la France et quels que soient ses alliés. En tout cas, pendant cette période-là où nous sommes en train de vouloir redonner une nouvelle dimension, une nouvelle direction et donc à notre pays. Ceci étant dit, je pense qu'il y a un autre point que moi je voudrais pouvoir mettre sur la table là-dessus. Lorsqu'il parle de résurgence très prochaine des terroristes, il fait encore le lien directement avec la séparation du Mali. Si je comprends bien, les terroristes, jusque-là, on n'a pas entendu qu'ils voudraient que le Mali, qu'il y ait une partition du Mali. Ceux qui ont toujours voulu une partition du Mali, ce sont les groupes armés signataires des accords d'Alger. Et donc, il a été toujours insinué et toujours mis sur la table qu'il y a une connivence entre la CMA précisément et la France. Je pense que si on fait une autre lecture de la chose, la facilité par laquelle il fait le lien entre le terrorisme et la séparation du pays, ça veut dire que en fait, nous n'avons qu'un seul acteur en face qui sont des terroristes et qu'il y a quelque part en fait ce lien, parce qu'il a dit avec assurance, il a affirmé qu'il y a ce lien-là qui doit prendre au sérieux, qu'on était en train de dire, qu'on était en train de murmurer et tout, mais que de plus en plus, si nous faisons une lecture quelque peu approfondie de ces différentes interventions, de mon point de vue, on doit être convaincu que réellement, il y a ce lien-là entre eux. Et je pense que le fait que cela est mis sur la table, qu'il y a ce lien entre la CMA et la France et qui va dans le sens d'une partition du pays, je pense que ça doit amener les parties maliennes à comprendre, y compris la CMA, que ça c'est déjà un destin qui doit être, du moins un projet qui doit être mis à l'eau et que tout le monde gagnerait à comprendre que seul ce Mali-là restant un va gagner et demeurer. Donc, de mon point de vue, c'est l'analyse additionnelle que je voulais faire. Nous venons donc d'apprendre que la MINUSMA a libéré ce samedi ces quartiers généraux de Douanza et de Tessalit, toutes choses qui étaient attendues par les Maliens. Docteur Laya, un commentaire à cette nouvelle? Oui, bon, j'ai vu sur les réseaux.
Et pour le cas de Douanza, parce que Douanza, c'est pas trop loin de chez moi, que l'aménagement a remis la clé aux autorités civiles du Mali. Donc c'est une très, très bonne chose. Je pense que c'est la mise en exécution de la résolution 2690 des Nations Unies qui consistait à ce que les emprises soient cédées aux autorités du Mali. Alors, bon, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer parce que là-bas, c'est une zone un peu reculée. Douanza, c'est un peu le centre. Là, il n'y a pas assez d'enjeux, il n'y a pas assez de soucis. Pour Tessali, ce qu'on peut en tout cas confirmer qui est vraiment palpable, c'est que le retrait avait véritablement commencé il y a quelques jours. Oui, c'est vrai. Bon, les militaires maliens étaient partis à bord des avions, bon, accompagnés par certains instructeurs. Mais de l'autre côté, il y avait des tirs sporadiques par-ci, par-là. Donc, c'est comme une zone assez reculée. Et bon, ces emprises-là, ça demande beaucoup plus de précautions, oui, beaucoup plus de mesures. Okay. Voilà. Nous, Sarr, par rapport à cette information, nous avons quand même suivi un élément sur le journal télévisé de la chaîne nationale qui a quand même commenté ces deux nouvelles. C'est une excellente chose et ça va dans l'esprit de la résolution des Nations Unies. Et le Mali, c'est encore une fois rassurer nos populations, rassurer notre peuple que les autorités de la transition, l'armée nationale, est en mission pour faire flotter le drapeau national sur l'ensemble du territoire. C'est un sacerdoce, c'est un serment. Et ça va se faire. Aujourd'hui, Tessalit, demain, dans les prochaines heures, ce sera bien sûr Aguelok et bien évidemment la ville de Kidal. Tous les emprises de l'aménagement passeront sous la coupe de l'armée nationale légitime qui seule doit détenir des armes de guerre, des armes sur le territoire national. Et donc, ça va se faire. Il y a quelques années, on avait perdu totalement le contrôle de ces localités-là. Voilà, 10 ans, près de 10 ans que nous revenons. Mais je voudrais tout simplement dire que récupérer ces emprises ne soit pas l'objectif final. Récupérer ces emprises et envisager des programmes de développement, de peuplement, c'est extrêmement important, de peuplement, de développement, pour que ces localités puissent être plus viables que nous l'entendons. Et je pense que les réflexions sont en cours au niveau des autorités. C'est l'occasion pour l'ensemble de nos compatriotes pour que des propositions soient faites, pour que plus jamais on ne tombe dans cette situation de ni paix, de ni guerre, où on prend le contrôle de notre territoire, où on fixe des drapeaux d'un État fantasmagorique dit Azawad qui n'a jamais existé. Et donc, voilà aujourd'hui un sentiment de fierté. Lorsque j'ai vu sur la télévision nationale le drapeau malien flotter dans cette localité, c'est un sentiment de fierté. Mais tout cela sera couronné. Et très bientôt, avec l'entrée de l'armée malienne dans la ville malienne de Kidal, au grand bonheur de nos compatriotes qui, pendant 10 ans, ont vécu sous les menaces, sous les balles, sous toutes sortes de trafics de ces forces obscurantistes et négatives, quoi. Voilà. Monsieur Konaté, on a finalement l'impression que cette deuxième vague du désengagement de l'aménagement a commencé de façon anticipée. Hein? Oui, de façon anticipée au niveau du calendrier. Oui. Mais ça doit être un honneur, une fierté si l'armée arrive à récupérer, à occuper les emprises léguées par l'aménagement. Et c'est ça aussi, une armée solide qui arrive à anticiper, au lieu de pouvoir être à la défensive, mais de pouvoir anticiper quelles que soient les situations. Oui. On doit pouvoir être capable de pouvoir apporter des solutions à chaque problème. Parce qu'un pays, une armée, doit être toujours face à des problèmes. Mais ces problèmes, on ne doit pas laisser que ces problèmes deviennent des difficultés. On ne doit pas se faire surprendre par... Oui, c'est ce que j'appelle de les laisser que ce soit des difficultés pour l'armée malienne, oui, mais qu'on arrive à apporter des solutions à ces problèmes. Et à chaque fois que l'aménagement va libérer de façon délibérée, anticipée,
et que nous, on arrive à pouvoir réagir, à rebondir de façon positive et dans le respect du droit de l'homme, dans le respect de nos engagements face à notre population. Et si l'armée arrive à assurer la population, arrive à sécuriser ses emprises, c'est là qu'il y a une fierté et un honneur pour l'ensemble des Maliens. Et on doit continuer dans ce sens à pouvoir occuper ces emprises parce que nous sommes engagés, le Mali et les Nations Unies, à pouvoir respecter la résolution du Conseil de sécurité et que ce respect s'impose au Mali, tant mieux que ça soit imposé aux Nations Unies. D'accord. Donc chacun doit respecter son engagement pour le bien de la population que nous sommes engagés à les protéger. D'accord. Donc c'est ça l'objectif de l'aménagement et ils doivent tenir leurs promesses pour que la population soit sécurisée et rassurée pour le bien-être du Mali. Monsieur Diarra, l'aménagement qui s'est désengagé de Douanza, on apprend que celui de Tessalis déjà est véritablement en cours. Non, je pense que tout cela est une bonne chose qui reste alignée dans le cadre donc, de la résolution, comme dit tout à l'heure, 2690. Mais je crois que dans le fond aussi, moi quand je vois voilà, toutes les supputations, les incidents, même pas des incidents, mais des faits graves qui sont intervenus, et je dirais notamment du côté de l'aménagement. Lorsque j'en vois, ou je peux lire souvent dans les communiqués de l'aménagement qui appellent les partis, et faisant donc allusion à la CMA comme parti et dans l'application de cette résolution-là, je pense que ça dénote encore toute la complexité géopolitique liée déjà à cette présence ici. Sauf qu'il y a quelle complexité dans cette histoire? La complexité... Aucune de ces parties n'a dénoncé, si vous voulez, non, dénoncé en fait, l'accord pour la paix. En fait, il ne devrait pas y avoir dans l'application de cette résolution, il n'y avait pas 3 parties, il n'y avait que 2 parties. Les 2 parties sont les Nations Unies à travers l'aménagement et le gouvernement du Mali. Et lorsque les Nations Unies, en parlant, va considérer également la CMA comme partie, s'ajoutant au Mali, déjà pour moi, elle sort en fait de la ligne de la résolution. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais de mon point de vue, c'est ce qui explique déjà une certaine complexité parce que ça ne devrait pas se faire. Si ça se fait, c'est qu'il y a d'autres situations, beaucoup de non-dits qui complexifient davantage en fait la situation, sinon ça ne devrait pas arriver. Parce que l'argument qui est toujours mis en avant pour dire que oui, l'accord a été signé quand nous étions dans ces positions-là. Ces positions-là, vous le dites, c'est parce que simplement en ce moment, il y a une force qui est intervenue, une force internationale. On a dit qu'il y a un accord autour donc duquel on se met d'accord et on va donc faire taire les armes. Et si vous partez de ce point-là et qu'au moment de la résolution, ce qui a été... Parce que, en fait, la force, elle est venue avec l'accord du gouvernement malien. Et ce n'était pas avec l'accord, effectivement, d'une autre partie, c'était avec l'accord du gouvernement malien. Cela doit tout simplement rester. Et si elle doit se retirer, elle se retire aussi avec donc, le gouvernement malien. Mais faire intervenir une autre partie dans la considération donc, de la mise en œuvre de cette résolution, à mon avis, est de nature à complexifier et à démontrer déjà qu'il n'y a pas une certaine sincérité de la part de l'aménagement. Donc, heureusement que les choses sont en train de se mettre en place, mais il faut simplement espérer que cette ligne puisse continuer jusqu'au bout et appeler encore, je sais que c'est déjà le cas, mais appeler les autorités maliennes encore à redoubler de vigilance parce que c'est extrêmement complexe tout cela en réalité. L'agence russe de l'énergie atomique Rosatom annonce avoir signé avec le Mali un accord de coopération pour développer le nucléaire civil. Selon elle, le document porte sur le développement de l'infrastructure nucléaire du Mali et la formation du personnel, mais aussi des installations de recherche nucléaire et de l'énergie solaire. Docteur Guindo, votre réaction par rapport à cette nouvelle aussi? Oui, j'ai appris cette nouvelle comme les autres. Le ministre de l'économie et des finances a effectué une mission en Russie avec une forte délégation et une mission au cours de laquelle ils veulent négocier avec Rosatom pour construire 2, 3 jusqu'à 4 centrales nucléaires au Mali.
Parce que vous savez, aujourd'hui, le problème de l'énergie au Mali est un problème récurrent. Ça fait vraiment des mois que le Mali, on est de façon C'est quoi une centrale nucléaire pour la compréhension de nos téléspectateurs? Une centrale nucléaire, c'est une énergie fossile. Il y a deux grandes sortes d'énergie. Il y a les énergies fossiles, les énergies renouvelables. Et au Mali, jusqu'à là où nous sommes, c'est les fossiles. Le pétrole, le gaz, le nucléaire, tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, bon, on utilise un peu l'eau, l'hydraulique, qui est renouvelable. Donc, l'énergie nucléaire permet, un pays comme le Mali, de pallier aux problèmes d'électricité que nous vivons. Mais ce qu'il faut savoir, une centrale nucléaire, ça ne se construit pas en un mois, ça ne se construit pas en une semaine, c'est une question d'années. La durée moyenne de construction d'une centrale, c'est 6 ans. Donc le problème que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une réponse, ça ne résout pas notre problème. C'est une solution à long terme. Hein? Très bien. Et la deuxième des choses, oui, une centrale nucléaire, ça coûte extrêmement cher. Le Mali, vous savez, on est en transition, il y a des tensions de trésorerie un peu partout. Alors, construire une centrale, ça va nous coûter beaucoup de choses. Une centrale moyenne, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc, 400 centrales, ça fait 6 milliards d'euros, plus que le budget même du Mali. Donc, ce qui veut dire que c'est, sur le plan financier, ça va coûter très cher. En termes de temps, ça prend assez de temps. Et troisième des choses, le nucléaire, ça demande une technologie hautement avancée, hautement sophistiquée, parce que le nucléaire a des effets négatifs très très dangereux lorsqu'il ne sait pas sécuriser. La radiation... Docteur Laya, oui. Au bout de tous ces développements, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de rêver finalement? Rêver, c'est trop dit, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, le problème que les Maliens vivent, ce n'est pas avec le nucléaire qu'on va résoudre ça. Les sous, les montants que l'État du Mali dispose aujourd'hui pour aller vers le nucléaire, si on l'investit de façon efficiente, de façon efficace dans les différentes installations que nous avons, moi je suis sûr que même si le problème n'est pas totalement résolu, on va faire beaucoup de choses. Je ne pense pas que le problème du Mali, tout de suite et maintenant, sur le plan de l'électricité, ça soit un problème de nucléaire. C'est surtout une question de gestion, une question d'homme, une question de leadership, à mon entendement. Nous, Sarah, en écoutant Dr Guindo, est-ce qu'on doit finalement dire à ceux qui applaudissaient à cette nouvelle de se retenir un peu? Bon, moi je vais placer l'ensemble de la visite de cette délégation dans son contexte. Vous savez, un État, c'est la volonté et les ambitions, surtout. C'est normal que le Mali puisse envisager, ambitionner de concevoir un programme nucléaire. Là, elle vient de le dire, c'est pas sur le moyen terme, c'est vraiment à long terme. Nous aussi, c'est ce qu'on doit dire aux Maliens. Non, nous aussi, mais c'est clair que la construction d'une centrale nucléaire, c'est pas en 5 ans. C'est 6 ans en moyenne, et là encore dans le cadre de... ça c'est dans les pays où la technologie... Les spécialistes, il est pressé où la technologie existe. Mais chez nous ici, oui, je pense que cette visite a été vraiment importante. Moi, ce que je retiens, et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la création de la nouvelle compagnie aérienne. C'est extrêmement important. Je pense que d'ici le mois de novembre prochain, on aura cette compagnie aérienne, parce que moi je voyage beaucoup et c'est souvent on est choqué dans les aéroports, on attend Air Burkina, Air Sénégal, non pas de Air Mali, et ça, ma fierté est heurtée. Donc la naissance, il ne faut pas oublier que le Mali, de par le passé, a été un grand pays. On a réussi à construire Air Mali qui avait 17 aéronefs et qui c'était des Ilyushin 18 de fabrication soviétique. Et après, il y a eu Air Mali en 2005 avec le groupe Aga Khan qui exploitait des avions, mais qui finalement n'a pas... Parce qu'une compagnie aérienne, ce n'est pas forcément la rentabilité, mais c'est surtout la marque du pays. Air Mauritanie, Air Sénégal, ce ne sont pas des compagnies forcément rentables, hein. Ce sont des compagnies où l'État met la main à la poche pour maintenir cela.
Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire à très court terme, à moyen terme aussi. Mais je suis resté sur ma faim parce que j'aurais bien voulu qu'on parle plus approvisionnement du pays en énergie. Je parle des hydrocarbures. Et ça, l'histoire a démontré que amener des bateaux et décharger avec des camions, pourquoi pas un pipeline? Pensez à la construction de pipeline d'un port jusqu'à Bamako. Ça, ce sont de vastes projets qu'on aurait pu quand même développer avec. Peut-être que c'est partie remise, ça va faire l'objet d'autres visites. Aujourd'hui, et c'est à saluer aussi l'approvisionnement. Notre pipeline, c'est un pipeline, c'est-à-dire c'est un dispositif qui permet de transporter du port jusqu'au Mali des hydrocarbures. C'est une technologie de poussée et tout ça là, c'est une combinaison. Je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais on a parlé également dans cette visite de l'approvisionnement en engrais, 300 000 tonnes d'engrais, ce qui est extrêmement important. Mais nous interpellons le gouvernement de suivre cela et de mettre à la disposition de la partie russe tout ce dont ils ont besoin pour que ces différents contrats puissent vraiment connaître des évolutions. Konaté, vous avez une lecture particulière? Oui, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Une transition doit se fixer des priorités et de savoir quels sont les besoins immédiats de la population, apporter des solutions. Et aujourd'hui, à chaque fois, on donne espoir à la population sur quelque chose qui n'est pas de l'immédiat et on oublie le problème dont la population souffre. Aujourd'hui, on salue réellement la solution apportée par rapport à l'engrais sur les 300 000 tonnes qui promis. Parce que quand on essaie de voir ces 2 dernières années, la population, les agriculteurs souffrent de ce point et le pays souffre. L'agriculture ne marche pas, ça tue l'économie. Oui. Aujourd'hui, apporter la solution à l'hydrocarbure. L'essence aujourd'hui, c'est à combien? Quand on parle du problème de l'électricité, généralement, on parle toujours sur les conséquences, on ne parle pas sur les causes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la recherche d'une solution durable à ce problème? Ce n'est pas une solution durable si tu oublies qu'est-ce qui est la priorité d'aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a faim et tu cherches à lui donner... manger. Non, tu oublies de lui donner à manger, mais tu le cherches là où il doit dormir. Mais il ne pourra pas dormir, il va passer une nuit blanche sans pourtant manger. Donc il faut qu'on arrive à savoir de quoi la population souffre. Sauf que l'électricité aussi permet à beaucoup de gens aussi de manger et de faire manger d'autres personnes. Aujourd'hui, les centrales que le Mali dispose, si on avait la solution d'apporter de l'hydrocarbure pour faire fonctionner ces turbines, ces groupes, qu'on arrive à apporter la solution et que le carburant soit moins cher, l'agriculture marche. Aujourd'hui, on aurait apporté beaucoup de solutions aux Maliens que de les vendre une illusion qui est de centrales nucléaires qui coûtent tant cher. La sécurisation de ces centrales et une transition doit se fixer un objectif, de donner la priorité à la priorité et non de se focaliser sur une continuité en disant que l'État c'est une continuité. L'État c'est une continuité, mais il faut qu'on arrive à se baser sur les acquis du passé. En ce moment, on pourra parler d'une continuité. Tu ne peux pas nier le passé, essayer de construire quelque chose et de penser que demain, ça sera une continuité. Non. Il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce que la priorité aujourd'hui. On n'a pas besoin de saisir une telle opportunité. Non, c'est saisir une opportunité. On a parlé du train. On a parlé du train, on aurait dû donner plus de priorité aujourd'hui. Si on veut développer notre partenariat avec la Russie. Le train, ça fait combien d'années? Combien de mois? On nous parle du changement des rails, des trains actuels qui sont dans les normes, des nouvelles machines, la réparation de la voie ferroviaire. On nous a dit, le retard est là, on nous oublie. Après, comme on n'a pas pu trouver la solution, voilà encore,
on vous vend un nouveau produit et vous oubliez le passé. D'accord. La priorité, c'est quoi? Qu'est-ce que la population a besoin aujourd'hui? D'accord. Les Maliens ont besoin de l'électricité. Nous savons que Les Maliens ont besoin vous êtes de le directeur de l'école du parti Elema. Vous êtes habitué à faire ces cours magistraux devant vous. Mais on va passer aussi la parole à M. Diarra qui a quand même une certaine expertise quand même dans ce domaine. Il revient même des longs périples sur cette question. M. Diarra. Oui. Non, merci, M. Sibé. Je pense que d'entrée de jeu, ce qu'il faut préciser, c'est que dans le paysage énergétique malien, que l'énergie nucléaire est déjà une première nouvelle comme ça. Et donc, une première nouvelle, mais aussi ce qu'il faut dire, elle est tellement spécifique que c'est quasiment la seule ressource énergétique autour de laquelle vous avez une agence internationale qui est l'AIEA, qui reste effectivement très regardant sur et la partie civile et aussi la partie militaire, parce qu'en général les ressources utilisées sont très spécifiques et les technologies déployées sont également très spécifiques. Et derrière ce qui sort, qui sont les déchets, qui est l'aspect sécuritaire, ça c'est également des choses qui sont extrêmement importantes à pouvoir maîtriser. Donc c'est bon de préciser ces éléments-là. Deuxième élément qu'il faut préciser, c'est que de mon point de vue, nos discussions ne doivent pas être suffisamment orientées globalement sur l'énergie nucléaire, mais qu'est-ce qu'on est en train, nous, Maliens, à travers le gouvernement, d'aller chercher dans le nucléaire civil. C'est extrêmement important parce que le nucléaire civil, beaucoup de choses se font avec ça, et le nucléaire civil, sa maîtrise suscite en des points, en fait, le développement d'une certaine expertise dans plusieurs domaines d'ailleurs. Que ce soit là dans les domaines de l'agriculture, comme il était en train de dire, que ce soit dans les domaines de la santé, que ce soit dans les domaines des mines et d'autres processus. Dans beaucoup de sujets, en fait, le nucléaire civil peut aider à travers effectivement des expertises locales, et vous progressez à trouver des équipements, vous progressez à faire des choses vraiment pour avoir une certaine expertise, et ce qui fait que ça reste spécifique. L'autre volet du nucléaire civil, qui est l'énergie nucléaire, il faut aussi comprendre que de par notre background technique, même si on n'est pas spécialiste centrale énergie nucléaire, mais spécialiste de centrale électrique, donc tout ce qui est question d'électricité ou d'énergie, quand avec notre background, on sait lire les choses, on sait donner à peu près les orientations qui sont vraiment soutenues, mais qui restent réservées. Et c'est de ce point de vue-là, il faut comprendre qu'il y a deux types de réacteurs. C'est-à-dire que vous avez des réacteurs qui sont très grands, où la puissance minimum déjà est de 900 mégas. Vous avez également en fait des petits réacteurs qui sont maximum à 300 mégas. Donc les puissances annoncées par la partie malienne font partie de cette catégorie-là. Et c'est une catégorie qui a également de deux types, donc qui sont en mutation, mais simplement pour expliquer que ça, c'est à la flexibilité d'être conçu sur place et transporté pour aller soit autour d'une localité ou d'une industrie. En général, c'est ce qui arrive. Parce que vous savez, le processus en lui-même fait dégager énormément de chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui est utilisée pour que lorsqu'il y a de l'eau, qu'on mette ça un peu, qu'il y ait de la vapeur. Et c'est cette vapeur qui va aller faire tourner des turbines qui finalement donnent de l'électricité. Donc avec ces petites tailles-là, si vous venez à côté de l'industrie, vous pouvez utiliser les deux. On appelle ce système-là souvent de cogénération. En fait, vous utilisez l'électricité, mais en même temps, la chaleur qui dégage, vous pouvez aussi l'utiliser dans le process industriel. Donc, simplement pour comprendre que la partie malienne nous dit qu'il y a un MOU. C'est extrêmement important. Le MOU ne veut pas dire qu'il y a même une coopération en place. Ça veut simplement dire que, comme son nom le dit, c'est Memorandum of Understanding, et c'est ce qu'on a understanding, c'est ce qu'on appelle tout simplement mémorandum d'entente. C'est-à-dire qu'il y a une entente entre les parties qui donne un cadre officiel où vous vous mettez pour faire des recherches, des discussions. Rien n'a commencé. Rien n'a commencé. C'est juste le cadre officiel qui est donné. Mais c'est pour cela, lorsque on comprend ça, on se dit peut-être que c'est un point stratégique dans la discussion. Mais ce qui a fait mal, et de mon point de vue, même pas faire mal, mais qui a créé la confusion, c'est lorsque ce que j'ai entendu du ministre du ministre des Finances dire que ça va nous permettre de développer des capacités pour aller à notre autosuffisance énergétique. Je pense que c'est ce qui a été problématique. Parce que ça veut dire qu'on fait un changement de trajectoire. Aujourd'hui, la trajectoire dans le développement énergétique du Mali, c'est vraiment
toutes ces ressources renouvelables là pour réduire notre dépendance des thermiques et assurer la continuité du service. D'accord. Donc quand vous dites ça, c'est comme si nous partons de ce côté-là. Mais juste pour terminer, il y a un point extrêmement que nous devrons comprendre. Vous êtes en train de dire le poids de l'autre là, du thermique. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que le niveau d'équipement de l'armée et la stratégie qui est là pour maintenir la sécurité sur à peu près à court, du moins à moyen ou long terme, que cela va amener le pays à être aussi extrêmement dépendant des hydrocarbures. Ces hydrocarbures-là, on n'est pas en train de nous donner ça gratuitement. Et donc, il s'agit de travailler à trouver... Je vous dis, le contexte est très, très, très difficile. D'accord. Il nous faut travailler à trouver des solutions pour réduire cette dépendance-là. Il nous faut bien répartir aussi le reste du temps. Voilà, c'est ça. Allez-y. D'accord. Donc, pour cette question, moi, je pense qu'au Mali, aujourd'hui, le monde se dirige de plus en plus vers les énergies renouvelables. Et le Mali, on a cette chance. On a des dotations naturelles en facteur eau, en facteur vent, en facteur soleil, la biomasse, la géothermique. Le monde est en train d'aller vers ça. Donc il faut, je pense, être en phase avec l'évolution. Il vaut mieux développer ce que nous avons le plus que d'aller importer, d'aller acheter des choses qui coûtent extrêmement cher et qui, sur le plan géostratégique, va nous demander beaucoup plus d'acrobatie. D'accord. Non, ça. Oui, je suis d'accord avec Konaté qui disait, en fait, aujourd'hui, il faut arriver à fournir de l'électricité à nos compatriotes. Et il y a un dispositif. C'est pas ça que Konaté a dit. Si, il faut arriver à leur apporter d'abord de l'énergie. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Non, à manger d'abord. Vous savez, non, c'est un exemple. Allez-y. Allez-y. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a des centrales. Vous savez pourquoi on coupe l'électricité? Parce qu'il n'y a pas de carburant. Ce n'est que ça. Parce qu'il n'y a pas de gasoil pour mettre là-dedans. C'est ça. Sinon, s'il y avait du gasoil là, on ne va pas couper 4 heures par-ci et après par ça. Donc, je pense que cette question-là d'hydrocarbures, c'est ça qu'il faut régler et immédiatement pour maintenir. Et puis aussi, il faut être honnête, l'inadéquation entre la production et la vente, c'est une vérité. EDM produit entre 150 et 200 francs et on vend à moins de 150 francs, 110 francs, on vend à 110 francs. Ça ne peut pas maintenir une entreprise. C'est pourquoi moi, je suis allé jusqu'à proposer qu'on sorte de ce modèle d'entreprise. Une entreprise, c'est fait pour faire du bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, il faut fermer la porte. Et EDM, aujourd'hui, se trouve dans une incurie, c'est clair. Elle croule sous le poids de la dette. C'est beaucoup de milliards. Mais qui n'ont pas été contractés pendant la transition, qui ont été contractés au fil des années. Et il faut y travailler. D'accord. L'État, c'est une continuité. Et je pense que les autorités font de leur mieux, même s'il reste beaucoup de choses à faire, notamment sur le plan des hydrocarbures. Konaté, vous avez 30 précieuses secondes. Aujourd'hui, nous avons besoin de reclassifier nos priorités et de savoir ce qu'on peut faire dans 6 mois, dans une année. On vient de repousser les élections, qui sous-entend la prolongation de la transition. Et la transition sera prolongée jusqu'à quelle date, et de repositionner, de reclassifier nos priorités. Donc, c'est de demander à nos autorités de savoir donner la priorité à la priorité et de pouvoir penser aux besoins primaires essentiels des Maliens, de savoir qu'aujourd'hui, pour qu'une population arrive à continuer à soutenir, à continuer à travailler pour le bien de la population, il faut qu'on arrive à penser. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la productivité au Mali sans électricité. On ne peut pas parler de la productivité au Mali sans pourtant résoudre le problème de transport. Il faut aussi qu'on arrive à respecter le temps qui nous est imparti. On va passer la parole à Gérard. Merci. Non, je pense que très rapidement, peut-être il y a des choses qui ont été dites. Non, préciser d'abord que en fait, l'énergie nucléaire est une énergie propre. Il n'y a pas d'émission de gaz dessus. Les enjeux, ce sont les effets radioactifs. Et les fossiles quand même. Les fossiles, c'est par rapport aux réserves. C'est par rapport à la réserve, ce parti-là. Mais ce qui est utilisé en général fossile, c'est lorsqu'il y a l'émission effectivement l'émission de gaz à effet de serre. Il y en a pas ça. Anyway, c'est bon. Voilà. L'autre aspect que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de géothermie non plus ici, chez nous.
Mais c'est juste on seulement peut l'utiliser, on peut l'expérimenter parce que ça vient de la terre. Non, c'est bon. C'est juste partager. Je ne fais que partager l'information. Vous pouvez rester dans votre position. C'est juste seulement, comme on a l'occasion, je partage des choses. Mais l'autre point qu'il faut simplement dire, c'est que la situation de l'électricité au Mali, c'est-à-dire que plusieurs fois plus compliqué que comme tu l'as dit. Et malheureusement, on est en train de tout ramener ça à Énergie du Mali SA. Mais je vous dis, l'Énergie du Mali SA est juste un instrument pour l'État. C'est l'État qui, je l'ai dit et je vais me résumer là, vous n'avez pas de documents stratégiques ici au Mali où l'État du Mali donne énergie prioritaire. Vous n'avez pas de documents ici stratégiques au Mali où l'État du Mali essaye de donner une place moteur à l'énergie dans le développement de chacun des secteurs ici que vous voyez, que ce soit l'agriculture, l'élevage, tout ceci là, il n'y en a pas. Dans le fond, si vous regardez le niveau d'investissement, en plus de cela, la méconnaissance de la population elle-même, de ce qu'elle peut jouer comme rôle pour que cette crise dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'autres éléments parce qu'on ne travaille pas sur la maîtrise de l'énergie. D'accord. Donc c'est extrêmement juste ce point-là pour dire que c'est un problème très complexe. Mais évidemment d'accord avec vous, sans énergie, il n'y a pas de développement. Aussi c'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité l'honorable Nohom Sarr, président du parti FAD et membre du CNT, Dr Laya Guindo, il est membre du cadre des partis regroupement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il tient à ce qu'un président du parti ADRP également, ils veulent qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas? C'est ça, dans le meilleur délai. Bagui Diarra, analyste politique, spécialiste des questions d'énergie renouvelable, n'est-ce pas? Abdul Karim Konaté, parti Yelema et directeur de l'école de ce même parti. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de cette même émission. Au revoir.